Et si un simple lâcher doigt pouvait bouleverser le destin d'un désert tout entier? Imaginez, le 1er janvier de l'an 2025, 10 millions d'oies sont relâchés dans le Sahel burkinabé. Cette expérience, initiée par Ibrahim Traoré, semblait insensée. Elle a d'abord suscité moquerie et scepticisme avant d'attirer un regard mêlé de fascination et d'inquiétude. Mais derrière ce geste audacieux, il y avait une conviction profonde, forgée par des années de crise et d'échecs. Ibrahim Traoré, lui-même fils de cultivateur, n'ignorait rien des souffrances de la terre. Il se souvenait de ces jours où, enfant, il aidait sa mère à gratter la croûte sèche en espérant que quelques graines prennent racine. Il savait, comme tous, que chaque saison sans récolte était une blessure de plus, un espoir en moins. Pour mesurer l'impact de ce lâcher doigt, il faut se rappeler l'histoire. En 1970 déjà, le Sahel avait connu l'une des pires sécheresses de son histoire. À l'époque, la famine avait décimé des milliers de familles et forcé l'exode de villages entiers. Les vieilles photographies montrent des silhouettes faméliques, des puits taris, des champs de poussière, là où l'on cultivait jadis le mil et le sorgho. La mémoire de cette tragédie hante encore les anciens. À l'aube du XXIe siècle, la situation ne s'était guère améliorée. L'introduction massive d'engrais chimiques, importés à grands frais depuis l'Europe ou l'Asie, n'avait offert qu'un sursis temporaire. Rapidement, les sols s'étaient épuisés, acidifiés, perdant leur capacité à retenir l'eau et à nourrir la vie microbienne indispensable à la fertilité. Les récoltes avaient chuté, plongeant les familles dans une spirale de pauvreté et d'endettement. C'est dans ce contexte que le lâcher des oies a été imaginé. Mais pourquoi des oies, et non pas des chèvres, des vaches ou des engrais verts? L'idée s'inspire de pratiques anciennes observées sur d'autres continents. En Chine, par exemple, depuis des siècles, les paysans utilisent les oies dans les rizières. Elles mangent les mauvaises herbes, fertilisent les sols et dispersent les graines, augmentant la productivité sans recours aux produits chimiques. Au Bangladesh, des expériences similaires ont permis de restaurer des terres inondées ou salinisées. En France, dans les Landes, l'élevage d'oies en liberté participe à l'entretien des prairies et au maintien de la biodiversité. Mais jamais dans l'histoire, une telle opération n'avait été tentée à cette échelle, dans un contexte aussi aride et dégradé que le Sahel burkinabé. Il fallait donc à la fois de l'audace, de la science et une dose de foi pour croire que 10 millions d'oies pouvaient en faire renaître une terre réputée morte. Quelques semaines à peine après ce pari fou, des signes de renaissance ont émergé. Là où la terre paraissait morte, des pousses vertes ont percé la croûte sèche. Les habitants, stupéfaits, ont senti la terre s'assouplir sous leurs pas, tandis que les scientifiques relevaient d'un râpé des bonds inédits de la matière organique et une chute de l'acidité. Pour illustrer ce changement, prenons l'exemple du village de Dori, dans le nord du Burkina Faso. Pendant des années, ressentons, les enfants de Dori avaient grandi dans la poussière, jouant entre les ruines des greniers à 1000. Mais dès la deuxième semaine, suivant le passage des oies, les femmes ont vu réapparaître des herbes autrefois disparues, telles que le niébé sauvage et la digitaria. Les anciens, qui n'avaient plus vu ces plantes depuis leur jeunesse, y ont perçu un signe de la patience de la terre. Les scientifiques locaux, armés de sondes et de carnets, ont documenté ces évolutions. Dans le secteur pilote de Yalgo, la teneur en matière organique du sol a bondi de plus du tiers. Cela signifie, concrètement, que la Terre a retrouvé une partie de sa capacité à stocker l'eau, à retenir les nutriments, à soutenir la vie des vers, des bactéries et des champignons. Au laboratoire d'agronomie de Ouagadougou, on n'en croyait pas les résultats. Jamais, depuis plus de 20 ans, on n'avait observé une telle régénération en si peu de temps. Chaque matin, des files d'enfants et d'adultes se pressaient aux abords des champs pour observer l'étrange balai des oies. Certains prenaient des notes, d'autres filmaient avec des téléphones, conscients d'assister à un événement inédit. Les écoliers, encouragés par leurs enseignants, ont même créé des clubs d'observation, dessinant les différentes étapes de la transformation du paysage. Ce projet soulève une question vertigineuse. Peut-on vraiment ressusciter une terre condamnée grâce à la nature elle-même? Car si la réponse est oui, c'est l'autonomie alimentaire qui renaîtrait, l'espoir des villages désertés qui referait surface. Mais si ce pari échoue, ce sont des années de travail, des ressources précieuses et l'unité sociale de la région qui risquent de s'effondrer. Pour comprendre ce qui s'est joué derrière ces millions d'oies, il faut revenir au contexte d'un Sahel au bord de l'abîme. Bien avant l'arrivée des oies, le Burkina Faso affrontait une crise silencieuse que nul ne voulait vraiment nommer. Depuis des décennies, le Sahel burkinabé se desséchait.
Les terres, fatiguées par les engrais chimiques venus d'ailleurs, donnaient chaque année moins de mil, de sorgho et d'arachides. Les sols, appauvris, perdaient toute vitalité, et les récoltes décevaient toujours plus. À mesure que la terre se mourait, les villages se vidaient. La jeunesse, lasse des champs devenus stériles et de l'absence d'avenir, ne rêvait que de départ. L'économie rurale, colonne vertébrale du pays, s'effritait peu à peu. La famine, jadis lointaine, s'invitait désormais chaque jour à la table de milliers de familles. Pour beaucoup, l'abandon n'était plus un choix, mais une nécessité. Prenons l'exemple de la famille Ouedraogo. Depuis 3 générations, ils cultivaient eux le même lopin de terre près de la frontière nigérienne. Mais en 2019, ils ont dû vendre 2 de leurs 3 ébus pour acheter de l'engrais, sans parvenir à sauver la récolte. Leur fils aîné, Moussa, est parti tenter sa chance à Abidjan, laissant derrière lui des parents résignés. Cette histoire, banale dans la région, illustre la spirale de la pauvreté et de l'exode rural. C'est dans ce climat de désespoir que l'idée du lâcher-doigt a germé. Ibrahim Traoré a refusé ce destin. Il a imaginé un pari fou, relâcher des millions d'oies sur les terres les plus abîmées, espérant qu'elles y déposent assez de vie pour réveiller les sols. Par leur passage et leur fiente, ces oiseaux devaient enrichir la terre mieux que n'importe quel produit chimique. Ce geste inédit rompait avec des années d'immobilisme et plaçait la souveraineté alimentaire au cœur du débat national. Mais le projet a fait scandale. Partout des voix se sont élevées, écologistes inquiets, opposants politiques, experts étrangers. On y voyait un gaspillage, une prise de risque insensée, voire une humiliation dont riraient les puissances étrangères. Dans le pays, les avis oscillaient entre sarcasme, peur et timide lueur d'espoir. Pourtant, derrière la polémique, c'était bien plus qu'une expérience agricole qui se jouait. L'enjeu, sortir du piège des engrais importés, retrouver la maîtrise de la terre et de l'alimentation, et redonner espoir à ceux qui n'attendaient plus rien. Mais si les oies échouaient, on sacrifierait non seulement des hectares, mais peut-être aussi la foi d'un peuple dans ses propres solutions. Pour comprendre l'ampleur du pari, il faut revenir sur la genèse d'une idée jugée impossible. Tout a commencé dans l'ombre d'une saison sèche, alors que les derniers espoirs semblaient s'éteindre. Ibrahim Traoré, inspiré par des lectures sur la permaculture et le biomimétisme, s'est entouré de jeunes chercheurs et d'anciens bergers. Ensemble, ils ont étudié la migration naturelle des oiseaux au-dessus du Niger et du Tchad, notant que les rares zones où les oies faisaient en halte restaient plus vertes que les autres. Pourquoi ? Parce que les fientes d'oie contiennent de l'azote, du phosphore et du potassium, mais aussi des bactéries bénéfiques qui stimulent la vie du sol. Les premiers résultats dépassent toutes les attentes. Dans les villages les plus reculés du Sahel, la stupeur gagne les habitants. La terre semble soudain changer de visage sous leurs yeux, alors que plus personne n'osait croire à un miracle. À peine 6 semaines après le lâcher massif, la matière organique du sol bondit de plus d'un tiers dans certaines zones pilotes. Les scientifiques enregistrent aussi une baisse nette de l'acidité du sol, tandis que le taux de germination du mil et du sorgho explose, affichant une progression fulgurante. Un exemple frappant, à Gorom Gorom, les cultivateurs ont vu le rendement du mil doubler dès la première récolte post-lâcher. Les femmes du groupement de Koubri ont raconté comment, pour la première fois depuis 10 ans, elles ont pu vendre l'excédent de leur récolte sur le marché de la ville. Cela a permis d'acheter de nouveaux outils, de réparer la toiture de l'école et même d'organiser une fête villageoise oubliée depuis longtemps. Les anciens racontent, émus, que la terre, autrefois dure comme la pierre, redevient souple et vivante sous leurs pieds. Akala, cultivateur depuis toujours, n'en revient pas. Il voit surgir des pousses là où, depuis des années, rien ne poussait plus. Près des couloirs migratoires, les femmes témoignent de la réapparition du sorgho, un petit miracle que personne n'attendait plus. Le balai des oies dessine de véritables couloirs de vie. Elles fertilisent le sol, disséminent des graines, réveillent tout un monde microbien enfoui. Dès les premières semaines, on voit naître des oasis de fertilité, visibles même de loin. Les drones du ministère de l'Agriculture ont filmé, pour la première fois, des taches vertes éparpillées au milieu du désert, comme si la vie reprenait possession d'un territoire abandonné. Pourtant, dans les centres de recherche, la prudence règne. Les scientifiques rappellent, il s'agit d'une expérience à grande échelle, prometteuse mais fragile. Le suivi doit se poursuivre sur plusieurs années. Les risques sont réels, déséquilibre écologique, maladies, gaspillage de ressources, et chaque étape demande vigilance et rigueur.
Pour éviter les erreurs du passé, un comité indépendant a été formé, composé de chercheurs burkinabés, de représentants des communautés et d'experts internationaux. Chaque mois, ils se réunissent pour examiner les données, écouter les doléances des paysans et proposer des correctifs. Ainsi, lorsque des cas de prédation sur les cultures ont été signalés dans la région de Kaya, les équipes ont rapidement installé des clôtures légères et renforcé la surveillance. Le débat s'enflamme dans les médias et sur les places publiques. Les sceptiques alertent, lâcher des millions d'oiseaux, n'est-ce pas risquer de bouleverser l'équilibre fragile du Sahel? Les partisans répondent que les succès visibles méritera d'être approfondis, citant des exemples venus d'ailleurs. Il serait trop tôt pour rejeter l'expérience. Pour nourrir le débat, des journalistes ont enquêté sur des initiatives similaires dans le monde. Par exemple, en Australie, dans les années 90, l'introduction contrôlée de canards dans les rizières avait permis de réduire l'usage des pesticides de moitié, tout en augmentant les rendements. Au Brésil, des projets de reforestation utilisant la faune locale comme vecteur de dissémination des graines ont transformé des zones dégradées en forêts luxuriantes en moins de 20 ans. Ces précédents montrent qu'avec une gestion raisonnée, l'action des animaux peut devenir une force de restauration écologique. L'enjeu est immense. Un échec entamerait la confiance nationale, gaspillerait des ressources vitales et plongerait les campagnes dans le désespoir. Mais si le pari tient, ce pourrait être un modèle inédit, capable de redonner l'espoir à tout un peuple lassé d'attendre. Pourtant, même alors que l'enthousiasme monte, une inquiétude sourde grandit dans les coulisses. Certains indices laissent présager que la transformation du paysage pourrait avoir un prix inattendu. Dans le village de Tougouri, par exemple, des cultivateurs ont noté que l'arrivée massive des oies avait temporairement perturbé l'équilibre avec les oiseaux locaux, comme les pintades et les cailles. Les équipes de suivi ont alors lancé une étude sur la cohabitation des espèces, afin d'anticiper d'éventuels déséquilibres. Derrière les statistiques, une révolte silencieuse s'insinue dans la vie quotidienne des familles et bouleverse l'imaginaire collectif du Sahel. Sur les terres, la métamorphose se lie à même le sol. Des familles entières redécouvrent d'anciennes parcelles, longtemps laissées à la poussière. Là où tout semblait perdu, les premiers semis perçantent, porteurs d'une prudence mêlée d'espérance. Cette renaissance touche d'abord les budgets familiaux. Moins dépendantes des engrais venus de loin, les familles respirent. Les économies réalisées servent désormais à réparer la pompe du puits, acheter des cahiers pour les enfants ou constituer des réserves avant la saison sèche. Au marché de Waïgouya, l'ambiance a changé. Les conversations ne tournent plus uniquement autour des dettes ou des mauvaises récoltes, mais aussi de la qualité du mil revenu, du goût retrouvé de l'huile d'arachide, des recettes transmises de mère en fille. L'envie de célébrer les petites victoires grandit peu à peu, remplaçant la résignation par un espoir fragile mais tenace. Mais c'est chez les jeunes que la surprise est la plus vive. Beaucoup qui rêvaient trop de partir vers Ouagadougou ou plus loin encore, choisissent aujourd'hui de s'impliquer dans le suivi scientifique du projet. Ils apprennent à manier instruments de mesure et carnets et découvrent un nouveau rapport à la terre, celui de bâtisseurs d'avenir, non plus de simples héritiers d'un passé douloureux. Prenons le cas de Fatimata, 22 ans, diplômée en biologie. Elle a choisi de revenir dans son village natal pour participer au suivi du projet, formant les enfants à l'observation des plantes et à la collecte de données. Son engagement a inspiré d'autres jeunes qui ont lancé une radio locale pour partager les résultats et mobiliser la communauté. Cette effervescence ne tarde pas à franchir les frontières. Au Niger, au Mali, au Ghana, des délégations se pressent pour observer, échanger et imaginer des adaptations chez eux. Une dynamique régionale s'esquisse, où la coopération prend le pas sur la rivalité. Au cours d'un forum à Niamey, des experts nigériens ont proposé de tester le modèle sur les rives du fleuve Niger, où la désertification menace aussi les cultures vivrières. Au Ghana, des ONG locales ont contacté les chercheurs burkinabés pour comprendre les conditions de réussite et éviter les pièges potentiels. Le projet des oies devient ainsi une source d'inspiration et de débat pour toute l'Afrique de l'Ouest. L'initiative, peu à peu, dépasse le champ agricole. Elle devient levier social et politique. Les débats autour du projet fédèrent, réactivant la transmission entre générations et redonnant sens à l'idée même de communauté villageoise. Les griots, chanteurs et conteurs traditionnels, ont composé de nouveaux récits sur l'année des oies, mêlant humour et sagesse pour encourager la solidarité. Pourtant, tout reste fragile. L'équilibre dépend désormais de la capacité à ancrer ses progrès, à solidifier la confiance, à éviter le retour du découragement ou de l'exode. Le succès offrirait au Sahel un modèle inédit.
transmission, stabilité et espoir retrouvé pour une jeunesse trop longtemps délaissée. Mais le moindre échec pourrait faire vaciller ce fragile élan, replongeant familles et villages dans la précarité et le doute. Ce souffle de renouveau porte en lui la promesse d'un avenir transformé, mais chaque avancée reste menacée. Il suffit d'un revers pour que tout bascule à nouveau, anéantissant les espoirs à peine nés. Pour s'en prémunir, des comités villageois, réunissant femmes, jeunes et anciens, ont été créés pour surveiller l'évolution des sols, signaler les anomalies et proposer des solutions adaptées. L'expérience des oies sans n'était qu'un commencement. Tout dépend maintenant de ce que chacun en fera jour après jour. Pour prolonger l'élan, des ateliers pratiques ont été lancés. Fabrication de compost à partir de la litière des oies, plantation d'arbres pour fixer les sols, construction de mares pour retenir l'eau de pluie. 3 scénarios bien distincts émergent pour les prochains mois. Premier scénario, la stabilisation. La régénération se poursuit à un rythme régulier, les sols s'enrichissent peu à peu et l'excitation initiale se mue en une vigilance patiente. Deuxième scénario, l'accélération. Les effets positifs se multiplient, les retours des villages deviennent plus enthousiastes et de nouvelles zones rejoignent le mouvement. Troisième scénario, l'essoufflement. L'intérêt retombe, les efforts se dispersent et le projet risque de s'enliser, faute de relais solides. Pour éviter l'impasse, certains jalons sont incontournables. La cartographie évolutive des parcelles doit continuer, afin de repérer en temps réel les avancées et les blocages. Installer de nouveaux points d'eau, pensés pour les oiseaux, mais aussi pour les habitants, devient indispensable pour maintenir l'élan. Les formations locales, réunissant agriculteurs, jeunes, femmes et anciens, permettront d'ancrer de nouveaux gestes et d'éviter la dépendance à des experts extérieurs. Enfin, un suivi scientifique village par village garantira une évaluation transparente et partagée par tous. Ce qui rend cette aventure unique, c'est l'implication collective. Chaque geste compte désormais. Collecter des données, observer une pousse inattendue, raconter son expérience, sensibiliser un voisin ou des enfants. Tout participe à la reconstruction lente et partagée. Les chercheurs, loin de tout centralisme, s'appuient sur une multitude de capteurs humains faisant de chaque habitant un acteur de la régénération. Mais l'expérience des oies éveille aussi une question plus profonde. Et si la Terre pouvait redevenir une promesse ? Le Sahel, trop longtemps vu comme une cause perdue, se révèle fragile mais encore ouvert à l'espérance. Redonner tout son sens à la terre-mère, c'est offrir à la jeunesse bien plus qu'une récolte. C'est rendre possible le choix de rester, d'inventer, de transmettre. La réussite n'obéit plus à une recette imposée ni à une directive centrale. Elle dépend de la capacité de chaque communauté à s'approprier le modèle, à apprendre de ses erreurs, à ajuster ses pratiques. À l'inverse, on sait les sirops. Si la coordination faiblit, si la mobilisation s'essouffle et ne concerne plus que quelques pionniers, l'élan pourrait s'effondrer aussi vite qu'il est tourné. Tout réside alors dans le tissage patient d'un savoir-faire partagé, dans la valorisation des échecs aussi bien que des réussites. Ici, chacun devient stratège de l'avenir, du paysan à l'ingénieur, du maire à l'écolier. Les leviers d'action sont multiples, observation quotidienne, échanges réguliers avec les équipes scientifiques, implication dans la gestion de l'eau, participation aux ateliers et surtout diffusion d'une parole confiante autour de soi. En définitive, c'est un laboratoire à ciel ouvert qui naît dans le Sahel burkinabé. L'avenir s'y construit à coups de petits pas, mais aussi de vigilance collective. La dynamique reste fragile, le moindre relâchement pourrait tout compromettre. Seule l'alliance entre apprentissage continu et appropriation locale transformera la percée en printemps durable. Pourtant, rien n'est encore acquis. Les premiers signes de résistance et d'opposition ne tardent pas à apparaître, révélant d'autres enjeux inattendus. Dans certains villages, des voix s'élèvent pour protester contre la concurrence pour l'eau entre les oies et le bétail ou pour dénoncer le risque de maladies transmises par les oiseaux. Pour répondre à ces inquiétudes, des campagnes de sensibilisation et de vaccination ont été lancées, avec l'appui de vétérinaires et d'agents de santé communautaires. Le désert bourdonne d'une vie nouvelle, à peine perceptible. La nuit, on entend le cri des oies mêlé au vent, comme une chanson d'espoir. Et vous, que ferez-vous de ce frémissement ? Allez-vous l'ignorer ou y participer, à votre façon, en racontant, en observant, en transmettant ? Aujourd'hui, le Sahel burkinabé n'est plus seulement le théâtre d'une fatalité, ni la chronique d'une résignation annoncée. Tout a basculé avec un pari jugé insensé, relâcher 10 millions d'oies sur une terre promise à la stérilité. Qui aurait cru voir la moindre pousse surgir de cette poussière ? Pourtant, des signaux ténus ont percé le vacarme du doute. Quelques feuilles audacieuses,
un sol soudain plus tendre, l'esquisse d'un sourire sur le visage des anciens. Ce frémissement n'est ni miracle ni solution définitive. Il reflète la force humaine, individuelle et collective, à transformer l'insignifiant en commencement. Les ouates n'ont pas invoqué la pluie, ni aboli tous les risques. Mais elles ont fissuré la fatalité, ouvert une brèche où s'engouffrent les savoirs locaux, la patience, l'inlassable répétition de gestes infimes. La révolution véritable ne brille pas dans le spectaculaire, mais dans la somme de preuves modestes et opiniâtres. Lorsqu'une poignée de communautés tente, observe, rectifie et transmet, l'expérience s'enracine et peut, un jour, essaimer ailleurs. Il ne s'agit pas de copier, ni de rêver d'une panacée importée. Chacun peut s'emparer de l'élan, lire les signes, inventer des variantes selon son propre sol. Ce qui se joue ici dépasse le sort de quelques villages ou la fertilité d'un territoire. Il s'agit de souveraineté, de dignité retrouvée face à la dépendance, de la force paisible de ceux qui refusent d'abandonner. Si le projet échoue, le doute pourrait tout submerger, nourrissant la résignation et le découragement d'une jeunesse en quête de sens. Mais si le frémissement grandit, c'est toute une société qui pourrait retrouver foi en sa capacité à façonner son destin. Le désert semblait immuable. Désormais, maintenant, il murmure un autre avenir. Ce sont ces signaux ténus, ces choix quotidiens et ces gestes partagés qui, demain, feront basculer la trajectoire. À chacun de décider si ce frémissement doit grandir ou s'éteindre.